Facile, j'insiste sur le facile. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile. Nous allons démarrer à 11h30 précise. Donc, pour tous ceux qui sont là, eh bien, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous retrouve à peu près une fois tous les mois et demi pour à chaque fois une nouvelle thématique. Aujourd'hui, se démarquer, se vendre, c'est de cela que nous allons parler. On va juste attendre encore quelques secondes pour que tout le monde puisse se raccrocher avec un démarrage à 11h30 précise jusqu'à 12h15, tout ça en heure de Paris. Je sais que certains d'entre vous sont en province et puis parfois au-delà aussi. Alors, il est 11h30 et donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire avec le sujet qui s'affiche là, se démarquer, se vendre lors de ces prises de parole. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Sophie, Sophie Baker. Je suis coach, j'essaie de revenir en plein écran, je suis coach et formatrice en prise de parole depuis maintenant une quinzaine d'années. Dans le temps d'avant, j'étais journaliste en radio et c'est important pour moi de le préciser parce que ça signifie que j'ai une approche de la prise de parole par la construction des contenus, la construction narrative, à la différence d'un comédien, par exemple, qui va travailler seulement le non-verbal, et puis à la différence aussi de coachs qui seront plus sur du développement personnel et sur une approche psychologique. Donc moi, je travaille vraiment sur la construction du contenu avec une méthode que j'ai baptisée la méthode du losange et que je vous présenterai rapidement dans ce webinaire tout à l'heure, mais nous allons surtout parler de vous, des clients qui viennent me voir, j'aime bien les appeler des champions. J'ajouterais que j'accompagne aujourd'hui donc des hauts dirigeants, des dirigeants moins hauts, des indépendants, des managers, des élus aussi, sur toutes les situations de prise de parole. Donc la réunion est une situation de prise de parole. Bien sûr, quand on est face à une grande assemblée, c'est de la prise de parole. Il y a aussi le sujet de la prise de parole face aux médias, la prise de parole en visioconférence, en vidéo. Donc j'accompagne sur toutes ces thématiques, toujours avec cette même approche de la construction narrative. Donc je vais vous présenter tout cela pendant ces 3/4 d'heure qui nous rassemblent. Certains d'entre vous ont déjà commencé à se servir du chat et franchement, continuez, c'est super sympa. À certains moments dans cette présentation, je vous poserai des questions, ce qui permettra vraiment d'avoir l'échange au plus près de ce qui est possible quand vous n'avez que le chat comme possibilité d'échange avec moi. Et puis, pour certains d'entre vous aussi, parce que je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions et parce que je ne les verrai pas toutes et parce que je ne pourrai pas non plus rentrer vraiment dans vos problématiques, dans les spécificités de votre situation, eh bien, je vous recommande d'utiliser le bouton cliquez ici que vous voyez en haut de la barre verte. Cliquez ici pour quoi faire? Pour prendre rendez-vous avec moi seulement pour échanger, pour exposer votre problématique, on va dire pour un peu commencer à déblayer le terrain par rapport à ce qui vous anime, à ce qui vous pose problème dans la prise de parole. Et puis ensuite, vous verrez si vous avez envie de prendre un accompagnement avec moi et on pourra voir aussi sur quelle modalité. Mais l'idée ici, c'est vraiment de faire connaissance. Vous, de moi, avec le webinaire, et moi, de faire connaissance avec vous au détour de vos questions et puis de ces rendez-vous téléphoniques si vous souhaitez en avoir avec moi. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais retourner sur les slides et je vais vous poser une question dans ces slides. Je voudrais savoir, est-ce que c'est difficile pour vous de vous démarquer, de vous vendre? Voilà, je prendrai quelques-unes de vos réponses dans le chat. Alors, il y a déjà un oui. Si je pose la question, c'est parce que je me suis rendu compte que dans la culture française en particulier, tant mieux s'il y en a pour qui c'est non, hein, si ce n'est pas difficile, mais je me suis rendu compte que dans la culture française, on avait des freins en fait sur celui qu'on va vite traiter de vantard. On a l'impression que celui qui parle bien, eh bien, il roule des mécaniques, il la ramène, comme on dit aussi. Alors, tout dépend du contexte. Oui, parfois c'est plus difficile, parfois c'est moins difficile. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends de manière générale, et c'est pour ça que je vous ai proposé cette thématique, c'est que
on a du mal à se mettre en visibilité. Je préfère mettre en visibilité plutôt que se mettre en avant. Ça me paraît plus juste par rapport à la formulation que je veux, sur ce sur quoi je veux insister ici. Oui, j'ai peur de prendre la parole, peur du jugement et je n'ai pas la tchatche. Alors, je vais rebondir. Merci pour ce mot dans le chat, vous qui n'avez pas la tchatche. Peur du jugement, oui. En prise de parole, en fait, on est seul face au regard des autres. C'est ce qui va rendre la situation particulièrement compliquée. J'ai l'habitude de dire, quand vous êtes au restaurant et que vous discutez avec vos amis, le sujet ne se pose pas parce que personne n'est en particulier dans le jugement des autres. Et là, sur la prise de parole, il y a vraiment ce sujet d'être seul face aux autres. Et c'est souvent pour cela, du coup, qu'on a du mal à se mettre en visibilité parce qu'en fait, on oscille entre je ne veux pas paraître vantard et puis en même temps, j'ai peur du regard des autres, je suis intimidée, je suis impressionnée. Donc en fait, ce sont ces deux sentiments très paradoxaux, mais qui sont très partagés par beaucoup de gens, qui font que la prise de parole, c'est parfois un sujet compliqué. Syndrome de l'imposteur, ben oui, aussi. Qui je suis en fait pour venir leur expliquer des trucs. Voilà, ça aussi, c'est très courant. Je vais ajouter une deuxième question à la première. Si c'est difficile pour vous de vous vendre, hein, de prendre la parole, vous mettre en visibilité, est-ce que c'est votre perception ou est-ce que c'est la réalité? Autrement dit, ce que je constate dans ma pratique professionnelle, c'est souvent un grand écart entre donc cette perception qu'on a de soi en tant qu'orateur et puis la réalité, c'est-à-dire ce que les autres renvoient finalement comme jugement ou comme considération. Parfois, et les deux existent, parfois on peut se sentir très à l'aise. Donc on sort de l'intervention orale, de la prestation en se disant super, tout va bien. Et puis en fait, les retours qu'on a, c'est tu as parlé trop vite, j'ai rien compris à ce que tu as dit, c'était trop confus, tu as fait des digressions. Et donc la perception de l'orateur qui était bonne, en fait, va être mauvaise pour l'auditoire. À l'inverse, on peut se sentir hésitant, on peut se sentir très stressé, et puis au final, être finalement plus impactant auprès de son auditoire, parce que comme on est plus hésitant, on va être d'une certaine manière, le propos va être plus ramassé, va être plus court. Et ça va faire du bien à l'auditoire. Donc, c'est en fait, là aussi, on a quelque chose qui est paradoxal, c'est-à-dire vraiment et c'est là-dessus que moi j'invite à travailler mes champions, c'est à faire en sorte que la perception colle avec la réalité. Quand je dis la réalité, c'est la manière dont l'auditoire va comprendre, récupérer ce qui est dit. Et très souvent, donc, comme je viens de le dire, il y a un écart entre l'orateur et l'auditoire, que ce soit dans un sens, avec du confort pour l'orateur, mais un auditoire qui n'a rien compris, ou l'inverse. Alors, en préparant ces webinaires, il se trouve que j'ai en particulier échangé avec l'un de mes champions, que je vais appeler ici Sébastien. Et Sébastien est venu me voir parce qu'il est dans une situation qui m'a paru intéressante à partager. Il était précédemment, donc on est dans le milieu de l'informatique et il était précédemment salarié d'une grosse entreprise et franchement, il n'avait que des super bons retours sur ses capacités professionnelles, son expertise, la manière dont il bossait dans l'entreprise. Et puis, comme il s'est senti très confiant, eh bien, il a monté sa propre entreprise de services informatiques il y a maintenant 1 an et demi avec un de ses amis. Et quand il vient me voir, il me fait part d'une grosse difficulté qu'il a parce que sur son expertise métier, il n'a aucun problème, il se sent très confiant, mais en revanche, sur la manière de prendre la parole et donc d'impacter son public, ben, il a l'impression que ça n'imprime pas. Et de fait, il se retrouve face à des publics qui sont devenus extérieurs à son écosystème, alors que quand il était dans l'entreprise, le public était dans le cercle de proximité. Là, son public, ben, ce sont les pouvoirs publics, ce sont des financeurs, ce sont des prescripteurs de sa prestation ou des prospects
Et quand il se trouve dans cette situation-là, eh bien, celle de devoir prendre la parole devant une assemblée, alors pourtant cette assemblée, elle a l'air plutôt bienveillante et elle n'est pas très très nombreuse, mais il se sent extrêmement, en fait, il ne sait pas par quel bout le prendre. Il sait pas parce que il sait pas, finalement, comment, articuler son récit. Il ne sait pas finalement comment fonctionne son auditoire. Et je reviens sur sur cette expression qu'il a eue. Il a dit, «J'imprime pas» et moi je préfère parler d'empreinte plutôt que d'impression. J'imprime pas, j'emprunte, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il laisse une marque comme n'importe laquelle, alors que ce qui est attendu, c'est de laisser une empreinte très, très précise, très marquante pour qu'on se souvienne de lui et pour que dans, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, un de ses prospects, un de ses interlocuteurs, dans ses réunions, d'information sur sa, prestation, sur son nouveau business, et bien que quelqu'un se dise: «Ah mais tiens, je me souviens d'un type, il s'appelle Sébastien et ce qui émanait de lui en tant que, orateur, en tant qu'assurance par rapport à sa prise de parole, eh bien, ça me donne envie, soit, d'acheter sa prestation, soit, de la recommander. Donc, pour l'instant, malheureusement pour Sébastien, il a plutôt l'impression d'arriver dans un grand tout, où il y a déjà plein de gens qui ont raconté plein de trucs, que, de laisser vraiment, une empreinte très, très distincte, très, spécifique, très marquée, qui va, lui permettre, ben, justement d'être, éventuellement, recontacté par la suite, qu'on va se souvenir de lui ou bien que des, financeurs, des business angels vont avoir envie de le soutenir financièrement, vont miser, sur son produit parce que c'est dégagé de lui de l'assurance, quelque chose de très encourageant à lui faire confiance. Voilà, ça c'est une problématique. Alors, il s'appelle Sébastien, mais j'en entends beaucoup des Sébastiens, notamment des consultants indépendants qui viennent me dire, bah, finalement, avant, quand j'étais salarié, ben, je n'avais pas besoin de prendre la parole et les situations de prise de parole étaient toujours à peu près identiques. Et puis là, tout d'un coup, ben, c'est vraiment important que j'y arrive parce que ben, sinon, ben, je vais pas transformer. Alors, je prends quelques-unes de vos questions. Pour moi, plus facile devant 500 personnes que 10. Alors, c'est Nathalie qui nous parle ou qui nous écrit. Alors ça dépend, Nathalie. Pour vous, c'est plus facile 500 que 10. Et j'ai d'autres personnes pour qui c'est plus difficile, c'est plus facile à 10 que à 500. Ce qui est intéressant là de constater, c'est qu'effectivement, ce n'est pas lié à finalement le nombre de l'auditoire, c'est vraiment propre à la personne, propre à la construction de son argumentaire, ça va permettre d'enclencher sur la prochaine séquence. Ça, en fait, c'est multifactoriel. Très souvent, effectivement, on me dit, moi, voilà, moi, quand il y a beaucoup de monde, voilà, ça ne me convient pas. C'est 2 tiers des personnes, comme vous, Nathalie. Pour d'autres, c'est le contraire, donc un petit tiers. Et puis, pour d'autres, c'est encore beaucoup d'autres choses. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait, moi, ça va tant qu'il n'y a pas de micro. Et dès qu'on me met un micro dans les mains, ça va plus du tout. Voilà, comme si, le micro était en quelque sorte voilà, la symbolique voilà, de quelque chose justement, que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le jugement, le regard des autres, cette empreinte, cette image qu'on laisse et sur laquelle, très souvent, bah, finalement, on n'a aucune idée. C'est-à-dire, combien d'entre vous, et là je vous attends dans le chat, combien d'entre vous savent, vraiment, concrètement, objectivement, quelle impression il ou elle laisse à leur auditoire et de manière régulière. Je vous laisse, voilà, je vous laisse répondre. Ça va quand pas de PowerPoint, ça tue les orateurs? Oui, le PowerPoint tue les orateurs, mais oui, bien sûr. On n'a jamais de retour. Oui, Claire, je suis d'accord avec vous. Vous n'avez jamais de retour ou alors vous avez des retours très, filandreux, très, en mode, «Ouais, c'était pas mal l'autre jour, mais c'était un peu long ton intervention». OK, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Ou bien,
Ou bien, alors il y a une question sur pourquoi le PowerPoint. Alors j'en dirai un mot plus loin là. Pourquoi le PowerPoint tue l'orateur, c'est ça la question? Alors j'arrive plus à voir le chat là. Pourquoi le PowerPoint tue l'orateur? Je le mets dans un coin de ma tête. Je vous expliquerai si vous voulez bien. Je vais continuer de dérouler et puis je vais répondre à cette question-là à un autre moment ou vers la fin, mais je la note. Donc pas de retour. Pas de retour ou des retours trop flous. Voilà, on m'a déjà dit tu es trop long, il faut synthétiser plus. Et très souvent, en fait, donc, soit on n'a pas de retour, soit on a des retours très flous, soit on a des retours trop bienveillants parce que l'entourage, et ça c'est vrai en particulier pour ceux d'entre vous qui sont très hauts dans un organigramme, plus on est haut dans un organigramme, plus l'entourage a peur de déplaire. Et donc, quand je travaille avec des hauts dirigeants ou des très hauts dirigeants, ben, en général, ils me disent: «Mais moi, tout le monde me dit: "C'est formidable, tu es super, tu es un excellent orateur"». Et puis, en fait, ben, moi, ça ne va pas du tout à l'intérieur. Et quand je me vois en vidéo, parce que maintenant, de plus en plus, il y a le sujet des vidéos qui vient dans le sujet de la prise de parole, hein. De plus en plus, on demande de faire des vidéos ou bien les prestations sont filmées. Et donc, ces personnes-là me disent: «Mais moi, on m'a toujours dit, je suis un formidable orateur et quand je me vois en vidéo, c'est au secours, quoi». Donc là, c'est allier la perception avec la réalité, c'est ce que je proposais au début de notre entretien. Je ne supporte pas de me voir en vidéo. Voilà, alors je vais avancer un petit peu et puis je vais prendre aussi cette question parce qu'il y a vraiment cette histoire de apprivoiser son image. Et je vais vous dire un tout petit peu plus loin, mais je vais vous dire que il y a moyen d'apprivoiser son image et que déjà, ce qui est important, c'est de savoir faire le diagnostic de sa prestation. Et que très souvent, le diagnostic, ben, on ne sait pas le faire et les autres ne savent pas non plus le faire pour nous. Donc, du coup, quand on se voit, ben, en fait, on ne sait pas ce qu'il faut regarder parce qu'on se voit comme on se voit, mais qu'est-ce que les autres y voient de nous? Bref, c'est bazar. Je continue mon déroulé. Je continue mon déroulé pour voilà, vous ramener là, on en était là. Je vais descendre un petit peu l'ascenseur. Donc avec cette question, donc on retourne sur Sébastien, on en était là, on était dans son problème de il est dans une impasse, il n'arrive pas à faire ce que vous avez mis dans le chat, la plupart d'entre vous. Il faut que je prépare, je sais pas articuler avec mes slides, quand je prépare ça va, quand je prépare pas ça va pas, mais des fois j'ai pas le temps de préparer. Bon bref, c'est le bazar. Et au final, il y a une question qui vaut et que je remets ici, c'est quand je prends la parole, comme ici, là, quand je prends la valeur, quelle est ma valeur ajoutée? Quel est le différenciant? Qu'est-ce qu'on va retenir de moi, hein? Je reviens sur l'empreinte aussi. Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Qu'est-ce que j'apporte de différent? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur? Et ça reboucle sur notre sujet. Avez-vous une difficulté à vous démarquer, à vous vendre? Avez-vous une difficulté à identifier le morceau du récit qui porte de la valeur? À quel endroit vous êtes attendu? À quel endroit on se dit: waouh, mais c'est super intéressant, je ne le savais pas. Donc le sujet de la prise de parole, c'est une histoire de focalisation. J'aime bien utiliser cela quand je présente les éléments, donc mes solutions, hein, qui sont contenues dans la méthode du losange. La méthode du losange, c'est une méthode de construction narrative, de construction d'argumentaire, de construction de récits que j'ai créée, que j'ai imaginé sur la base de mon expérience de journaliste qui interviewe des gens, beaucoup, et qui se rend compte que tout le monde a du mal à faire court, clair et concret. Et qu'en faisant court, clair et concret, non seulement on va améliorer la qualité du récit, autrement dit, on va faire en sorte que ça sera plus facile pour l'auditoire d'écouter, d'entendre, de suivre et donc éventuellement d'adhérer. Et donc cette construction courte, claire et concrète, elle va donc améliorer l'impact de ce qu'on appelle en prise de parole le verbal, c'est-à-dire la construction du récit, et elle va aussi permettre d'améliorer tout ce qui est de l'ordre du non-verbal.
Vous avez probablement déjà entendu parler du non-verbal. Oui, non, ça vous dit quelque chose, le non-verbal? J'ai pas ça, me dit quelqu'un. Est-ce que vous connaissez verbal, non-verbal? Oui, un peu? OK. Est-ce que vous connaissez les différentes dimensions du non-verbal? Que recouvre le non-verbal? Est-ce que l'un d'entre vous connaît ça? Langage du corps, oui, 80. Alors il y a des propositions ouais, le body language, je vois passer. Les yeux, oui, le regard, la voix. 70% d'impact pour le non-verbal, le ton de la voix, la position. OK. Bon, super. Je vois que certains d'entre vous sont déjà un peu, voilà, au courant de cette dimension d'expression non verbale. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée, dans le non verbal, il y a le visuel, c'est-à-dire tout ce que votre auditoire va voir de vous avec ses yeux, va comprendre de vous avec ses yeux. Donc, c'est aussi bien la posture, la gestuelle, le regard, les mimiques, le sourire, essentiellement, le fond quand on est en visioconférence, mais aussi parfois quand on est dans la vraie vie, le dress code. Donc tout ce qui va, tout ce que les autres vont voir de vous et qui vont contribuer à se faire une image de vous, une empreinte, comme je le montrais tout à l'heure. Et puis il y a le vocal. Donc là, on va avoir le débit de la voix, les inflexions, les pauses, les intonations, la prononciation. Et donc il y a le visuel, et le vocal qui constitue le non-verbal, et puis il y a le verbal qui sont les mots, la construction narrative, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et donc, alors effectivement, les ratios, c'est 70 pour le non-verbal et 30 pour le verbal ou 80-20. Moi, j'aime bien évoquer la loi de Merabian. Monsieur Merabian, c'est le psychologue scientifique qui a le premier travaillé sur les dimensions d'expression non verbale et leur impact. Lui, il dit 55% d'impact passe d'abord par le visuel. Donc, on comprend le monde d'abord avec nos yeux et on se fait une idée de la personne d'abord avec nos yeux. Ensuite, 38%, loi de Merabian, avec les oreilles. Et il reste seulement 7% pour le verbal. Alors, attention, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que je montre quand je travaille avec donc, la méthode du losange, c'est ce que je montre, c'est bien ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Et moi, je travaille ce qu'on a dans la tête pour ce court, clair et concret, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Court, clair et concret. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans cette méthode du losange, là, sur ce slide, vous avez donc la méthode du losange et puis l'un des deux livres que j'ai écrit, celui-là, c'est le dernier qui est paru il y a maintenant presque un an chez Erol et qui reprend de manière, alors sur, je sais pas, il y a 200 pages ou 180, je ne sais plus, qui vraiment explique par le menu, on va dire, la méthode du losange. Et je l'explique en ayant pour témoin un certain Michel, qui est un personnage fictif, bien sûr, mais qui est supposé être le manager d'une grosse équipe dans une grande entreprise et qui va avoir plusieurs problématiques de prise de parole avec ses collaborateurs en mode projet, et on va lui demander de tourner une vidéo. Et dans chacune de ces situations, eh bien, je vais lui proposer, voilà, je vais lui proposer eh bien de découvrir différents aspects de la méthode du losange. Pour revenir sur ce qui nous occupe ici, c'est donc et c'est vraiment l'essentiel de mon propos, c'est de bien observer que c'est ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Et moi, je travaille toujours dans mes accompagnements avec la caméra pour filmer les situations, les simulations de prise de parole et pour pouvoir ensuite débriefer sur la base de critères objectifs de performance. Et donc, tout à l'heure, comme je vous le disais, enfin plus haut dans notre webinaire, j'évoquais cette dimension de perception entre la perception et la réalité. Quel retour finalement? On a dit qu'on n'avait pas de retour de nos interlocuteurs. Et donc, comment mesurer la performance? Alors, je la mesure, cette performance, en cours d'accompagnement, mais aussi maintenant de plus en plus souvent en amont d'un accompagnement. Et j'ai créé une grille de mesures dont je vous livre ici un petit morceau, mais qui va reboucler sur les différents éléments du visuel,
du vocal. Alors, il y en a plus que ça. Là, je vous donne juste une petite partie de la grille, mais c'est pour vous montrer qu'on peut de manière tout à fait concrète établir son diagnostic, même son auto-diagnostic de performance, en se demandant est-ce que la gestuelle est ouverte, oui ou non. Si la gestuelle est complètement bloquée parce qu'on a les bras croisés ou parce qu'on est agrippé à un micro ou parce qu'on se tient à la table, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va être moins ouvert et donc qui va être moins attirant pour l'auditoire, moins impactant. Les mimiques, la question des mimiques, alors les mimiques sont très difficiles à maîtriser. Autant on peut maîtriser la gestuelle, éventuellement le regard. Alors en visio, le regard, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment regarder la caméra. On a tendance à avoir le regard qui flotte, moi-même. Mais les mimiques, c'est vraiment le plus compliqué à maîtriser. Il faut, là j'ai marqué synchronicité, que les mimiques soient synchrones par rapport à ce qu'on dit. Et ça doit venir naturellement. C'est-à-dire que je reviens sur l'idée de la méthode de construction narrative, la méthode du losange. Plus vous êtes au clair avec vos arguments, plus ils sont concrets, factuels, explicites, et bien plus le corps naturellement va trouver la bonne posture, la bonne gestuelle, les bonnes mimiques. En fait, souvent les mimiques, elles reflètent ce qu'on a tout à l'intérieur de soi. Alors quand on est stressé ou très inquiet, on va avoir des mimiques très comme ça, refermées, alors que pourtant, ce que notre bouche, elle raconte est moins crispé, est moins anxiogène, on va dire. Et donc, il va y avoir un espèce de gap, de nouveau, un écart entre une mimique. Par exemple, aussi, on peut avoir des mains qui se frottent comme ça beaucoup, quand les mains se frottent beaucoup. Est-ce que vous savez de ce dont ça témoigne, des mains qui se frottent comme ça beaucoup? Qu'est-ce que ça dit de la personne qui parle, ça? Allez-y dans le chat. Le stress, oui, le stress, elle cherche à s'auto-rassurer. Mais effectivement, des mains qui se frottent comme ça, c'est l'insécurité, l'anxiété, le stress. Ok. Donc, on peut se dire, OK, je fais attention à ne pas faire ça, mais le naturel revient toujours au galop. En revanche, plus on travaille sur ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai l'intention de dire et comment je le dis, être rassuré sur la qualité de ses arguments, sur le déroulé de son propos, eh bien, plus ça va permettre aux mains de naturellement se déstresser, hein, et naturellement d'être dans l'ouverture. Et ce même mécanisme va fonctionner aussi sur les critères vocaux, donc le débit va ralentir, il va y avoir des inflexions pour éviter cette monotonie. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont comme ça un débit très monotone, toujours la même chose, la même chose, la même chose, et on s'endort au bout d'un moment? Vous en connaissez des comme ça? Oui. Est-ce que vous êtes comme ça vous-même? Il y a Nathalie qui dit oui. Oui, on s'endort. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait du relief. Alors, une fois encore, on peut le travailler de différentes manières, ce relief. On peut le travailler un peu de manière artificielle. Enfin, quand je dis artificielle, ce n'est pas très gentil pour mes collègues comédiens, mais on peut travailler et mettre en place des pratiques qui vont faire que je vais avoir conscience de mes mains, conscience de ma posture, conscience de mon regard, et je vais pouvoir le travailler. Mais ça n'enlève pas le qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Et pour revenir à Sébastien, mon témoin là de tout à l'heure dans les slides, Sébastien, il a un vrai problème de qu'est-ce que je dis? Comment j'amène mon argumentaire? Est-ce que j'en dis trop? Est-ce que j'en dis pas assez? Voilà, c'est tout ça que bien moi je me propose de résoudre avec au détour de mes accompagnements. Alors je vais vous en dire un tout petit peu plus sur. Alors on va d'abord venir sur vous là. Non, je vais revenir là. Je vais vous en dire un tout petit peu plus sur les accompagnements, la manière dont je procède. Donc, en fait, les éléments de la méthode, ce sont essentiellement 3 éléments techniques. Tout à l'heure, j'ai parlé de la focalisation, j'ai parlé du registre lexical explicite, et puis j'évoque aussi le message principal unique. Voilà. Là, ici, je vais pas m'étendre. Une fois encore, vous trouvez toute la littérature que vous voulez sur LinkedIn, sur mon site web, dans mes ouvrages. Donc, l'idée, c'est plutôt de vous dire comment se déroule un accompagnement. Eh bien, une fois que j'ai transmis la théorie, je vous mets en situation de mise en pratique.
Donc, on va travailler au plus près de vos situations réelles, chacun d'entre vous, et je vais vous aider à préparer avec les éléments de la méthode du losange une prise de parole. Et ensuite, vous allez la jouer devant la caméra, que ce soit en distanciel, j'ai un outil de captage de vidéo, et ensuite on rediffuse des images, ou en présentiel, j'ai une caméra sur pied, et je vous propose de faire l'exercice sans papier, sans crayon, sans pense-bête, sans slide. Je vais y revenir sur votre question concernant les PowerPoint, Et puis, et puis, et puis ensuite, on débrief. Et on débrief et on va retrouver cette grille d'évaluation qui va vous permettre ensuite de vous dire, et puis de nous dire si on continue de travailler ensemble, de vous dire, OK, bah moi j'ai surtout besoin d'améliorer ça, donc ça je peux l'améliorer de telle et telle manière, et je vais vous proposer des entraînements parce que comme tout apprentissage, en fait, la prise de parole, ça s'apprend. C'est une question d'entraînement. Il faut juste reconnecter les chemins neuronaux, comme disent les scientifiques, les neuroscientifiques. Il faut reconnecter les chemins neuronaux parce que il s'agit d'apprendre à faire autrement. Et je parle de la prise de parole facile parce que ma proposition, elle est de dire que résolument, la prise de parole, ça peut être facile et que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas besoin de devenir des conférenciers, vous n'avez pas besoin de faire des TEDx, mais en revanche, vous avez besoin de vous faire comprendre, me semble-t-il, au quotidien, face à vos équipes, face à vos collaborateurs, face à vos interlocuteurs dans le champ professionnel. Voilà, ça c'est ma proposition. Alors, les slides, la question des slides. Alors, pourquoi les slides tuent l'orateur? Alors, la formulation de la personne qui est intervenue sur le chat est très pertinente. Le slide tue l'orateur parce qu'en fait, les slides, il n'y a pas besoin de… s'il n'y a pas besoin de l'orateur, les slides peuvent être envoyés dans une boîte mail. Donc, en fait, normalement, les slides ont vocation à dynamiser le récit et à mettre l'orateur en valeur. C'est d'ailleurs pour cela que je vous propose des slides sans texte ou avec très peu de texte et uniquement avec des images pour que vous vous souveniez de l'empreinte dans le sable, pour que vous vous souveniez qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode du losange, pour que vous gardiez en fait des images mentales. Et puis, du coup, je perds le fil parce que je lis aussi le chat. Voilà, c'est pour ça que en fait, le PowerPoint, je vais répondre à la question des conférenciers. C'est pour ça que le PowerPoint, en fait, il y a deux objets. Il y a le document documentariste qui est très littéraire et qui est une compilation de données. Et puis, il y a le PowerPoint qui est le vrai PowerPoint et qui est un dynamiseur. J'ai l'habitude de dire que c'est un booster de l'orateur. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et d'ailleurs, ça m'arrive effectivement d'accompagner des managers, des équipes à revisiter leur présentation avec slide pour justement gagner en dynamique, travailler sur cette dimension d'empreinte qu'on laisse. Est-ce que vous accompagnez des personnes ayant des velléités de conférenciers? Oui, c'est aussi un produit que je vends. Oui, bien sûr, toujours avec la même méthode, avec la méthode du losange. Allez, il y a l'heure qui tourne. Je vais retourner sur les slides avec des petites questions parce que voilà, j'ai encore des questions pour vous. J'ai une première question. Donc, est-ce que vous savez mesurer la qualité de vos prises de parole? Ça, je crois qu'on a déjà répondu au début. Est-ce que maintenant que je vous ai donné quelques clés, que je vous ai parlé du non-verbal, du verbal, du visuel et du vocal, donc des gestes, du débit de la voix, des inflexions. Est-ce que vous avez plus d'éléments pour mesurer la qualité de vos prises de parole ou bien des prises de parole de vos interlocuteurs? Est-ce que vous êtes mieux équipé? Alors, ça continue sur les PowerPoint. Règle de 6 pour les PowerPoint, pas plus de 6, 6 lignes, machin, etc. Oui. Alors, le oui, c'est quoi? Oui, est-ce que vous voyez qu'on peut mesurer? Alors, je vois débit de parole. OK. Ce qui est important pour moi, là, de vous dire, c'est que
On peut mesurer. C'est une science qui est à moitié dure, à moitié molle, comme on dit élégamment en français, soft skill, hard skill. On croit que la communication, la prise de parole, c'est que du soft. Mais non, c'est pas que du soft, il y a aussi du hard. Et projetez-vous quand vous êtes vous-même orateur, quand vous êtes dans l'auditoire, et vous verrez à quel point vous êtes exigeant. Et, regardez la manière dont la personne se tient, regardez sa gestuelle, regardez ses mimiques, écoutez son débit de voix. Est-ce que c'est monotone? Il y a des inflexions? Oui, non. Et vous verrez que vous allez pouvoir commencer à mettre des critères d'évaluation de la performance. Et plus vous allez critériser, ben, plus vous allez aussi devenir, vous, vigilant à vos propres prises de parole. Alors ensuite, deuxième question. Pensez-vous avoir besoin de progresser sur la manière de mieux vous vendre? Maintenant, je vous pose cette question maintenant, c'est-à-dire que maintenant que vous savez qu'il y a des critères, maintenant que vous avez entreaperçu quelques-uns des critères, je vais tout de suite sur la dernière question parce que je crois que c'est celle qui m'intéresse le plus. Ouais, je la trouve plus. J'en ai encore une normalement. Oui, là. Êtes-vous découragé à l'avance par l'ampleur de la tâche? Est-ce que vous êtes découragé par l'ampleur de la tâche? Est-ce que vous vous dites, la prise de parole, c'est pas pour moi? Est-ce que vous vous dites, alors j'entends du non et c'est très bien, tant mieux si vous n'êtes pas découragé. Moi, mon propos, il est résolument de dire que la prise de parole, comme je viens de le dire, mais je le ressouligne, la prise de parole, c'est vraiment aussi une science dure. On n'a pas de culture française de la prise de parole. À l'école, on nous apprend à mémoriser et à réciter la leçon. Et c'est très différent de la prise de parole qui suppose de travailler dans l'impulsion narrative, sans papier, sans crayon, parce qu'on a les choses en tête et qu'on a suffisamment de capacité intellectuelle pour pouvoir tenir, en tout cas, beaucoup de propos, peut-être pas tous, mais si je vous demande ce que je fais en accompagnement, en coaching ou en formation, si je vous demande de vous présenter, ben, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un papier, d'un crayon, vous savez vous présenter. Sauf que de quelle manière vous vous présentez pour que ça soit en mode waouh, mais c'est super intéressant, cette personne est super intéressante hein, pour laisser l'empreinte. Donc mon propos, il est de dire, ça s'apprend, il y a des critères, il y a de la mesure possible, il y a de la technique et ça ne dure pas forcément très longtemps. En général, au bout d'une première séance, qui est la première séance dans laquelle je donne les apports pédagogiques et dans laquelle je fais faire déjà des premiers exercices, ben, il y a des personnes qui repartent avec ça et ça leur suffit. Après, j'ai aussi identifié pour que ça devienne en mode réflexe, il faut 3 ou 4 séances. Mais vous voyez, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus un chantier de 6 mois. Sauf peut-être pour la personne qui veut faire des conférences et là, il y a du travail de storytelling, il y a du travail de bon, là, il faut que ça soit chouette. Alors, je ne sais pas de quelle conférence vous voulez parler, mais voilà, la conférence, il faut quand même que ça soit d'un très bon niveau. Alors, découragé, dit Cédric, découragé, non, mais angoissé, oui. Alors, plusieurs choses pour répondre à cette question. D'abord, moi, je crois que nous souffrons tous de ce qui s'appelle la glossophobie, c'est-à-dire la hantise de parler face aux autres. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, ben, on n'est pas très à l'aise avec le jugement, avec le regard des autres sur soi. Et quand on n'a pas ce sentiment d'être jugé, bah, finalement, on s'en débrouille. Ou quand on est jugé par des gens qui sont proches, qui sont bienveillants, avec lesquels on a ce que j'appelle le capital sympathie, bah, ma foi, tout va bien. Mais quand on commence à adresser d'autres publics, parce qu'on monte dans un organigramme, parce qu'on a changé de métier, parce qu'on a changé d'entreprise, ou parce qu'on prend des responsabilités, ben, là, on va percevoir cette dimension de jugement. Donc moi, je crois que tout le monde est angoissé à la base. Après, c'est vraiment une question voilà, d'entraînement pour que ça devienne en mode réflexe.
Et j'aime bien dire que vous avez déjà appris à faire des tas de choses que vous ne saviez pas faire. Vous avez appris à conduire une voiture. Au début, c'était très laborieux. Il fallait réfléchir à penser la vitesse, regarder dans le rétroviseur, enfin, bon, bref, tout ce que vous savez pour la conduite automobile. Et puis aujourd'hui, c'est devenu réflexe. Donc, moi, ma proposition, c'est vraiment que la technique permet de rentrer dans le mode réflexe. Et quand j'accompagne mes coachés, mes champions, eh bien, je leur propose toujours des gammes pour que l'entraînement se fasse au quotidien, dans des situations qu'on identifie ensemble, court, sur des temps très courts, mais réguliers, plutôt au moins une fois par jour ou deux ou trois sur 2-3 minutes, plutôt qu'une fois le dimanche après-midi. Et c'est comme ça que ça va devenir réflexe, comme la conduite automobile est devenue réflexe pour la très grande majorité d'entre nous. Il faut avoir confiance en soi. Alors, ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que là, le sujet de la confiance en soi, en fait, ça devient un sujet psychologique. Et moi, j'aime bien dire qu'à partir du moment où on a des critères, des points d'appui, de la technique, eh bien, c'est comme ça qu'on va se rassurer sur sa capacité à faire la prestation. Et c'est plutôt comme ça, moi, j'ai envie de faire les choses. Est-ce qu'il faut avoir confiance en soi pour conduire une voiture? Ben, oui, plus ou moins finalement. Mais est-ce qu'il faut aller chez un psy pour apprendre à conduire une voiture? Ben, moi, je crois que non. Sauf pour une frange tout à fait marginale et voilà, qui n'est certainement aucun d'entre vous. Euh, mais euh, mais c'est en faisant et en ayant des points d'appui, de la technique que finalement, eh bien, on se rassure finalement. On trouve l'assurance, hein, on va aller chercher l'assurance du geste, l'assurance dans la technique, l'assurance de la qualité de sa prestation. Et puis après, sur la prise de parole, ben, on n'est que des êtres humains et de toute façon, on pourra toujours nous reprocher des trucs. Voilà, toujours. Hein. Mais tant qu'on ne nous remplace pas par une machine, eh ben, voilà, c'est comme ça. D'où la question de se démarquer, se vendre. Vous vous souvenez, ouais, je vais prendre la question, je veux parler très vite, pourquoi à mon avis? Je vais répondre à cette question. Je vais revenir sur le slide, c'est lequel je voulais vous montrer? Je ne sais plus. Oui, celui-ci. Hein, quelle est ma valeur ajoutée? Quel différenciant? Qu'est-ce que j'apporte en plus? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Qu'est-ce que j'apporte moi à ma manière, à moi? Et c'est ça qu'on construit avec la méthode du losange et c'est ça qui vous permet d'avoir des prises de parole avec assurance, indépendamment de votre confiance en vous au sens psychologique du terme. Quand je prends la parole, je parle très vite. À ton avis, pourquoi? Ben, à mon avis, mais ce n'est pas juste un avis, c'est d'expérience. Moins on est assuré, justement. Je viens de parler de cette assurance, qui est un peu différent pour moi du manque de confiance. Manque de confiance, c'est psychologique. L'assurance, c'est, pour moi, hein, dans ma définition, c'est là maintenant, je suis assuré que ce que je vous dis est clair, est pertinent et est intéressant pour vous et pour moi de partager. Pourquoi vous prenez la parole et vous parlez trop vite? Parce que déjà, sous stress, on va parler plus vite. Ça, c'est d'expérience, je le constate chez tout le monde. Plus on est stressé, plus on va parler vite. Pourquoi? Parce qu'on a peur du blanc. On a peur de s'arrêter. On a peur de faire une pause. On a peur de ne pas avoir l'idée d'après. Donc, on cavale. Première chose. Deuxième chose, certains ressentent aussi très fort qu'il y a l'effet je me débarrasse. Hein, voilà, je suis en train de me débarrasser. Le chef m'a demandé de présenter, je ne sais pas quel sujet au COMEX, au CODIR. C'est pas mon truc, je suis pas à l'aise, ça me gave, j'ai pas que ça à faire. Hein, j'ai des trucs plus importants à faire que d'intervenir devant le comité de direction. Donc, je cavale, je me débarrasse de trucs. Et puis peut-être un troisième point, c'est que très souvent, en fait, tant qu'on n'a pas la technique, et j'insiste sur la technique, tant qu'on n'a pas la technique, en fait, eh bien, très souvent, on parle pour soi. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, accélérer sur les trucs qu'on dit souvent ou qui ne nous intéressent pas beaucoup, parce qu'on ne pense pas que ça a de la valeur pour les autres. Et en fait, le premier point qui est finalement simple, mais là aussi, le naturel revient au galop, c'est de se dire, moi, je parle pour les autres. Quand je m'exprime, je parle pour qu'ils me comprennent.
et pas pour vider mon sac, faire un exercice ou répondre à la demande du chef, mais je parle pour que les autres me comprennent. Et ça paraît tout simple, mais je vois plein d'orateurs, de gens qui prennent la parole et qui font pas attention déjà à ça. Alors, on a quelques secondes pour terminer. Comment gérer son souffle en présentation? Souvent, on le perd sous la pression. Bah, ralentir. Moi, j'ai pas vraiment de technique de respiration. Une fois encore, je suis ni un comédien, ni un psy. Heu, mais en revanche, plus on ralentit, plus on va trouver son ancrage, eh bien, plus le souffle va naturellement trouver sa place et c'est ce naturellement, qui me paraît, voilà, très important. Il est quasiment 12h15 en heure de Paris. J'étais ravie de partager tout ça avec vous. Ça me passionne, je crois que vous l'avez compris. Je serais ravie de vous retrouver, si vous souhaitez échanger avec moi. Lisez-moi, suivez-moi sur LinkedIn et puis, je fais régulièrement des webinaires, donc vous pouvez aussi me retrouver sur la prochaine. Ça sera le 30 avril, je crois, juste avant le week-end du 1er mai. Donc vous pourrez mettre en pratique toutes mes bonnes recommandations. Je vous souhaite bon vent, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.